cette conférence de presse. Donc, je suis Yves Bonardel de PEA pour l'égalité animale. C'est une association qui est basée à Genève, qui résulte de la réunion de deux associations animalistes qui existent depuis une dizaine d'années, à savoir Los Animalistes et Genève Animalistes. PEA maintenant existe depuis 2 ans. C'est une association qui se bat autour de la question animale en essayant de soulever un débat de société, un débat de fond sur notre rapport aux autres animaux. Et notamment autour de la question de spécisme dont François Jacquet va présenter un petit peu les tenants et aboutissants. Donc PEA, c'est une association qui se dédie à poser des questions fondamentales à notre société en espérant que des conclusions concrètes en seront tirées. J'en parlerai après l'intervention de François Jacquet de façon un peu plus détaillée. Donc là, PEA organise en Suisse, ce 22 août, une marche pour la fin du spécisme, qui est une marche qui a lieu dans le cadre de la Journée mondiale pour la fin du spécisme. Une journée mondiale qui a sa première cette année et qui va voir des marches similaires organisées au Canada, alors à Montréal dans le Canada francophone, mais aussi à Toronto, Canada anglophone, également à Los Angeles. Et des événements autres que des marches, des événements divers vont être organisés en France, en Belgique, en Pologne, en Russie, en Géorgie et peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas encore. Donc là, je passe la parole rapidement à François Jacquet pour nous exposer qu'est-ce que c'est que cette notion de spécisme autour de laquelle donc, des événements sont organisés dans le monde entier. Merci. Alors bonjour. Les philosophes ont été les premiers en fait à utiliser la notion de spécisme depuis les années 70, et c'est donc de cette perspective, la perspective philosophique, que je vais vous en parler aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis assez près du micro. Je vais juste l'allumer en fait. Ah oui, c'est mieux. Donc la recette de mon intervention va être assez simple, puisque je ne vais utiliser que les ingrédients suivants, 2 constats, un peu de philosophie morale, et pour finir, un zeste d'histoire de la philosophie. Je n'utiliserai pas plus d'histoire de la philosophie que ça, parce que c'est un ingrédient qui, à haute dose, a des propriétés somnifères, et j'ai pour principe de ne jamais m'endormir pendant mes propres conférences. Le premier constat, c'est que nous traitons les animaux de manière différente des humains, et de manière qui, en particulier, serait choquante s'il s'agissait d'êtres humains. C'est un constat assez banal. Pour produire de la viande, du lait, des œufs, du cuir ou encore de la fourrure, on les élève dans des conditions qui sont incompatibles avec leur bien-être et on les tue. Au nom du progrès scientifique, on les soumet à des expériences douloureuses et stressantes et dont ils ne tirent aucun bénéfice. Et enfin, pour notre divertissement, on les trimballe de ville en ville pour les exhiber dans les cirques, et on les chasse dans les campagnes quand on ne les enferme pas simplement dans les cages d'un zoo. En clair, nous avons tendance à négliger les intérêts qu'ont les animaux à ne pas souffrir, à jouir d'une certaine liberté et à continuer de vivre, alors que nous prenons ces mêmes intérêts très au sérieux dès lors qu'il s'agit d'êtres humains. Nous accordons donc une importance supérieure aux intérêts des humains qu'aux mêmes intérêts des animaux. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est que cette discrimination, elle se fait sur la base de l'espèce. C'est parce que les animaux ne font pas partie de l'espèce humaine qu'on néglige leurs intérêts de cette manière. Alors on pourrait être tenté de nier ce second constat, on pourrait être tenté de dire que si on néglige les intérêts des animaux de cette manière, c'est pas parce qu'ils font pas partie de l'espèce humaine, mais c'est parce qu'ils ont par exemple des capacités cognitives plus faibles que celles des humains. Les animaux ne savent pas lire, quand ils regardent temps présent, ils n'y comprennent rien, et ils ne fabriquent même pas de meubles Ikea. Si les animaux ne sont pas assez évolués pour avoir des devoirs envers nous, alors il est clair que nous n'avons pas de devoirs à leur égard. Selon cette idée, si on accepte d'exploiter et d'élever des porcs pour leur chair, alors qu'on refuse de faire la même chose avec des humains, c'est pas parce que les porcs font pas partie de l'espèce humaine, c'est parce que les porcs sont moins rationnels, moins conscients d'eux-mêmes, ou encore moins capables de réciprocité que les êtres humains.
Le problème avec cette idée, c'est que certains humains ont des capacités cognitives plus faibles que certains animaux. En effet, certains handicapés mentaux, les nouveau-nés et encore certains vieillards séniles, sont moins rationnels, moins conscients d'eux-mêmes et moins capables de réciprocité que, par exemple, un cochon adulte moyen. Or, nous considérons évidemment qu'il est injuste de négliger les intérêts de ces individus. Bien que ces humains n'aient pas de devoirs envers nous, on a évidemment des devoirs envers eux. On privilégie donc non seulement les humains normaux ou moyens, mais aussi ceux dont les capacités cognitives sont inférieures à celles des animaux qu'on exploite. Le privilège que nous accordons aux êtres humains et la négligence dont nous faisons preuve à l'égard des animaux n'ont donc rien à voir avec leurs capacités cognitives respectives. Mais alors pourquoi est-ce qu'on privilégie les autres humains au détriment des animaux ? La réponse elle est assez simple, c'est simplement parce que les humains font partie de notre espèce, et pas les animaux. Et cette forme de discrimination, qui est basée sur l'appartenance d'espèce, elle porte le nom de spécisme. Pour rappel donc, le premier constat, c'est que nous privilégions les humains au détriment des animaux, et le second constat qu'on vient d'établir, c'est que nous le faisons parce que nous sommes spécistes. Nous discriminons sur la base de l'espèce. Maintenant, reste à savoir si le spécisme est injuste. Après tout, il pourrait être moralement justifié de discriminer sur la base de l'espèce. Mais on va voir que c'est assez improbable. À cet égard, il aurait échappé à personne que le mot spécisme est calqué sur les termes racisme et sexisme. Et pour cause, comme on va le constater, le spécisme est l'analogue au niveau de l'espèce de ce que sont le racisme et le sexisme, respectivement au niveau de la race et du sexe. Être raciste, c'est privilégier les intérêts des membres d'une race, en général c'est les blancs, au détriment des membres des autres races. En tout cas, c'est là une manière d'être raciste. On peut penser qu'on est aussi raciste si on pense que, par exemple, les Noirs sont moins intelligents ou moins doués pour le bilboquet, mais en tout cas, c'est une manière d'être raciste que de privilégier systématiquement les intérêts des Blancs. De la même manière, être sexiste, c'est privilégier les intérêts des membres d'un sexe, en général les hommes, au détriment des membres de l'autre sexe, les femmes. Et ici encore, il s'agit peut-être que d'une manière d'être sexiste parmi d'autres. On peut penser qu'il est sexiste de dire que les femmes sont plus douées pour faire le ménage, alors que les hommes sont plus doués pour faire des créneaux, couper du bois ou regarder le sport à la télé. Mais en tout cas, une manière d'être sexiste consiste à privilégier systématiquement les intérêts des hommes. De manière analogue, être spéciste, c'est privilégier systématiquement les intérêts des membres d'une espèce, en l'occurrence l'espèce humaine, par rapport aux membres des autres espèces. Alors évidemment, personne ne dit que le spécisme est similaire au racisme et au sexisme en tout point. Tout le monde sait que les races ne sont pas des espèces, et il est clair que les Noirs et les Blancs se ressemblent bien plus qu'ils ne ressemblent aux animaux. Il y a des différences évidentes entre racisme et spécisme. Donc personne ne nie ça. Ce que disent les antispécistes, par contre, c'est que le spécisme partage avec le racisme et le sexisme les caractéristiques qui les rendent moralement condamnables, qui les rendent injustes. Alors quelles sont ces caractéristiques ? Ce qui fait que le racisme et le sexisme sont injustes et condamnables, c'est le caractère arbitraire des critères sur lesquels ils sont fondés. Le raciste accorde par exemple moins d'importance aux intérêts des Noirs, alors que tout porte à croire que la couleur de la peau est en l'occurrence pas pertinente. Donc c'est parce que ce critère de race est arbitraire que le racisme est injuste. De la même manière, le sexiste accorde typiquement moins d'importance aux intérêts des femmes qu'à ceux des hommes, alors que le sexe a l'air d'être pas du tout pertinent. Et donc c'est en vertu du caractère arbitraire du critère de sexe que le sexisme est injuste et condamnable. Maintenant, toutes les discriminations ne sont pas basées sur des critères arbitraires et donc toutes les discriminations ne sont pas injustes. Par exemple, on ne peut pas faire une opération à cœur ouvert à moins d'avoir un diplôme en médecine. Comme cette discrimination est basée sur un critère pertinent, avoir un diplôme en médecine, elle n'a rien d'injuste, à l'inverse du racisme et du sexisme. C'est donc parce que les critères de race et de sexe sont arbitraires que le racisme et le sexisme sont injustes. Maintenant, l'idée des antispécistes, c'est que l'espèce est également un critère arbitraire, de la même manière que la race et le sexe, et que ça rend le spécisme injuste, de la même manière que le racisme et le sexisme. Donc pour apprécier le caractère arbitraire de la notion d'espèce, on peut s'aider du scénario imaginaire suivant.
À la suite d'une série de mutations génétiques, une nouvelle espèce est apparue, Homo robustus. Les robustus et les sapiens ne se distinguent pas spécialement par leur capacité cognitive. Cependant, plus robustes et mieux organisés, les robustus ont pris le pouvoir et exploitent désormais les sapiens. Ayant développé un goût prononcé pour leur chair, ils les élèvent même à des fins gastronomiques dans des élevages qui ressemblent aux élevages actuels. Bien que les sapiens soient rationnels, conscients d'eux-mêmes et capables de réciprocité, les robustus considèrent qu'ils n'ont de devoir qu'envers les membres de leur espèce. En un mot, ils sont spécistes. Donc ce scénario met en évidence la pertinence de l'analogie entre spécisme et racisme, car en effet, la justification que proposent les robustus de leur comportement, elle ressemble beaucoup à la justification du raciste qui pense qu'il n'a un devoir qu'envers les blancs. Par conséquent, si l'exploitation des noirs par les blancs est injuste, on voit mal comment l'exploitation des sapiens par les robustus pourrait être juste. Donc c'est parce que cette discrimination est spéciste qu'elle est injuste. Elle repose sur le critère d'espèce, pas sur le critère de race. Donc tout porte à croire que le spécisme est injuste, exactement au même titre que le racisme et le sexisme. Comme promis, je conclus sur une note historique. Il y a 40 ans, le philosophe australien Peter Singer publiait un ouvrage intitulé « La libération animale », et c'est à cet ouvrage qu'on doit l'explosion de la discipline qu'on appelle éthique animale. C'est aussi dans cet ouvrage que Singer lance à celles et ceux qui tirent profit de l'exploitation des animaux le défi de justifier le spécisme et d'expliquer pourquoi la notion d'espèce serait moralement pertinente. Et depuis, Singer est considéré comme le plus influent des philosophes vivants. Il est plus influent que BHL. Et en plus, c'est un philosophe. En 10 ans, la situation n'a pas changé. Depuis la sortie de la libération animale, le spécisme est l'un des sujets les plus discutés en philosophie morale. Il a suscité une quantité considérable de publications, et pourtant, aucune solution satisfaisante n'a été proposée au défi lancé par Singer. Il est donc de plus en plus manifeste que le spécisme est en théorie aussi injuste que le racisme et le sexisme, et qu'il est bien pire en pratique étant donné le nombre de ses victimes et la nature des torts qui leur sont infligés. Merci pour votre attention. Je repasse la parole à Yves, qui va nous parler de la marche. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Alors effectivement, cette marche, elle est organisée par des personnes qui se définissent comme antispécistes ou comme égalitaristes. Des personnes qui pensent que cette discrimination spéciste est à combattre de toute urgence du fait des torts immenses, incommensurables qu'elle cause à un nombre incroyable d'êtres chaque année à la surface de la Terre. Ce sont dans le monde 64 milliards d'animaux vertébrés terrestres qui sont tués uniquement pour la boucherie. Ce sont entre 1000 et 3000 milliards de poissons, sans parler des autres animaux aquatiques comme les crevettes, etc., ou les homards et autres, dont on sait qu'ils sont sensibles, qui sont tués. Donc c'est une question qu'on juge être de première importance et de première urgence. Donc il y a une journée mondiale pour la fin du spécisme qui a été créée par une sorte de consortium de militants de divers pays du monde. Et PEA a décidé d'organiser cette marche pour dénoncer l'idéologie spéciste, pour dénoncer les conséquences désastreuses, monstrueuses, effroyables pour un nombre incroyable d'êtres sensibles de cette idéologie. Alors, la journée mondiale pose une série de revendications, qui sont des revendications politiques, qui sont des revendications qui touchent aussi bien le domaine de la culture que le domaine de l'agriculture. Une première revendication, c'est bien évidemment considérer que la frontière d'espèce n'est pas et ne peut pas être une frontière morale, et que notre société doit évoluer pour inclure les autres animaux dans notre sphère de préoccupation morale. Et notamment, une revendication importante, c'est qu'on prenne cette notion de spécisme au sérieux et qu'on développe au niveau des États des campagnes d'information et de sensibilisation au spécisme, des campagnes d'information et de sensibilisation au respect
des autres animaux, c'est-à-dire en fait à la prise en considération réelle de leurs intérêts. Alors, à un niveau concret, ça signifie aussi de prendre des mesures, et c'est vraiment ce qu'on demande, même si on sait que c'est un combat de longue haleine, mais des mesures, on demande des changements fondamentaux dans notre rapport aux autres animaux. Et notamment, un premier changement duquel découle énormément d'autres, c'est d'abolir le statut de propriété des autres animaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un être sensible n'est pas humain sur la surface de notre planète, cet être sensible est considéré comme un bien, une propriété des humains. Soit un bien réel, c'est-à-dire qu'il naît, il est d'emblée approprié et il est vendable, où on peut en faire ce qu'on veut, en user et en abuser comme de n'importe quelle autre propriété. On peut le tuer, on peut l'amputer, lui faire plein d'interventions physiques, mais on peut aussi le forcer à se reproduire, ou au contraire le forcer à ne pas se reproduire. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut de sa vie, du fait même qu'il est une propriété. Soit cet animal naît libre, mais il est immédiatement appropriable. C'est ce qui se passe avec la pêche, avec la chasse, avec des razzias, etc. Donc en fait, on demande l'abolition du statut de propriété des autres animaux. Ce sont des êtres qui ont leurs propres intérêts, qui, à travers leur vie, poursuivent leurs propres fins et qui n'ont pas à se voir capturés et mis en situation, au final, de voir leur vie n'exister qu'au bénéfice d'autrui, d'autres êtres, les humains. Cette abolition du statut de propriété des animaux entraîne des conséquences majeures pour nos sociétés. Et notamment, nous demandons la fin de l'élevage, de la chasse et de la pêche, et la fin de la consommation de viande. L'abolition de la viande ou la fermeture des abattoirs. Ce sont des formulations qu'on retrouve dans des actions qui ont lieu désormais au niveau mondial, les semaines mondiales par exemple pour l'abolition de la viande, ou les marches qui ont lieu maintenant sur tous les continents, les marches pour la fermeture des abattoirs. Ce sont des actions qui se donnent pour objectif l'abolition de l'élevage, de la chasse et de la pêche. La journée mondiale pour la fin du spécisme se donne aussi cet objectif et revendique publiquement ces objectifs-là. Un autre objectif important, mais qui découle lui aussi de l'abolition du statut de propriété des êtres sensibles, c'est changer la recherche scientifique, changer ce qu'on appelle l'expérimentation animale, de façon à ce que ça cesse d'être une expérimentation sur des êtres sensibles, dans tous les cas où l'on jugerait que ce type d'expérimentation n'est pas moralement admissible lorsque les sujets seraient humains. On demande simplement que la recherche se passe d'utiliser les autres êtres sensibles dans tous les cas où cela leur serait nuisible, de la même façon qu'aujourd'hui, la recherche se passe d'utiliser des êtres humains, en tout cas sans leur consentement, contrairement à ce qui se passait encore il y a une cinquantaine d'années, où bien évidemment, il serait très utile pour la recherche scientifique d'utiliser comme modèle scientifique des êtres humains. C'est là qu'on aurait les meilleurs résultats d'un point de vue scientifique. Simplement, on considère que d'un point de vue moral, c'est totalement condamnable, et donc on s'en abstient, malgré les bénéfices qu'on pourra en tirer. On demande que la prise en compte des autres animaux soit réelle et qu'elle aboutisse aux mêmes conclusions pratiques. Enfin, une dernière revendication, qui est une revendication très forte, qui est aussi une revendication sur le long terme, mais qui découle de la prise en compte des intérêts des autres animaux, du fait de les inclure de façon réelle dans notre sphère de considération morale, c'est le fait que
que dans toutes les actions humaines, on prenne en compte les conséquences pour l'ensemble des êtres concernés, c'est-à-dire pour l'ensemble des êtres sensibles. Et notamment, ça a des conséquences, bon, non seulement en termes d'abolition de l'exploitation animale, mais au-delà, lorsqu'on intervient dans le monde de façon générale, par exemple dans ce qu'on appelle la nature. Il s'agit de prendre en compte les conséquences de nos interventions pour les autres êtres sensibles au-delà de la sphère de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on demande finalement que l'écologie devienne une écologie sensibiliste, une écologie qui prenne en compte les intérêts des individus et non pas simplement des considérations en termes de relations d'interdépendance, d'écosystèmes, d'équilibre naturel, etc. Voilà, donc ce sont des revendications qui sont très fortes, qui sont des revendications, encore une fois, de fond, dont les conséquences sont extrêmement importantes. Enfin, le jour où réellement les intérêts des autres animaux seront pris en compte, notre société devra changer sur ses bases mêmes. Et ça correspond de façon générale aux objectifs que se fixe le mouvement mondial de libération animale, ou mouvement pour l'égalité animale, ou mouvement antispéciste. Voilà, rapidement. Je vais céder la parole à Andonia, qui va nous parler un peu du travail d'édition qu'elle fait, enfin de ses différentes activités et de la façon dont il prend de l'ampleur. Et ensuite, à Tobias Sennhauser, donc, qui est président de Tirim Focus, qui est l'association partenaire de PEA, de Pour l'égalité animale, en Suisse alémanique. Bon, je cède la parole à Andonia. Bonjour, merci de nous accueillir. Et puis merci à PEA d'organiser cette marche qui, je pense, est très importante. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je vais parler de mon travail, mon quotidien, c'est-à-dire éditrice. Quand j'ai repris la maison d'édition en 2011, étant végane convaincue de l'injustice qu'il y avait à utiliser des animaux dans notre quotidien, que ce soit pour l'alimentation et pour notre confort personnel. Et ayant aussi remarqué qu'il y avait très très peu de livres en français à ce sujet-là, à part Singer qui a été cité, mais que finalement beaucoup de traductions n'avaient pas été faites, j'ai voulu créer une collection de livres sur le thème du véganisme, que ce soit donc autour de l'alimentation, des livres pour enfants et puis des livres concernant l'éthique animale. Et c'était un peu un défi pour moi. Je pensais que c'était un sujet important et j'avais envie de le partager avec d'autres gens. Mais évidemment, je ne savais pas vraiment l'accueil que ça pourrait avoir. Et les premiers livres sont sortis. On a le premier qui a été racheté au niveau des droits, ça a été un livre de Gary Francione qui était Introduction aux droits des animaux, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps parce qu'il a été un peu long à traduire vu qu'il s'agit de termes assez techniques sur la question animale et que finalement peu de gens que je connaissais étaient capables de traduire un tel livre. Et il y a eu aussi un livre de Singer. Il y aura un livre qui va sortir prochainement qui sera The Sexual Politic of Meat, qui a aussi un lien avec justement la lutte des autres combats de lutte, c'est-à-dire le féminisme entre autres. Et je pense que c'est très important en fait de comparer les différentes causes pour lesquelles les êtres humains se sont déjà engagés grandement. Et comme on parlait des injustices qui ont été qui mettent tout le monde finalement assez d'accord. Et les animaux, pour l'instant, les animaux non humains, ils sont encore un petit peu mis de côté par rapport à tout ça. Et voilà, en lançant la collection, on a eu les premiers retours et j'étais vraiment surprise de l'intérêt qu'il y avait, des questions que ça pouvait poser, en fait de l'évolution finalement qu'il y a eu en quelques années en Suisse, mais je trouve en voyageant quand même aussi dans le milieu francophone, c'est-à-dire en France ou même en Belgique, il y a vraiment une grande ouverture d'esprit et je pense que
le moment est propice pour parler de ce sujet-là. Et les gens sont très curieux en fait de comprendre nos motivations. On a aussi, dans le cadre de cette collection V, on organise souvent des conférences ou des découvertes de plats culinaires véganes. Et beaucoup de gens, en fait, en passant par ce biais, s'intéressent aussi à la cause éthique qui nous rallie et comprennent en fait finalement le lien et que finalement c'est pas si compliqué que ça de changer de vie et d'être plus en accord avec ses principes, puisque la plupart des gens sont quand même d'accord sur le fait de dire que il n'y a qu'à voir le scandale qu'il y a eu dernièrement avec la lionne qui a été tuée. Il y a beaucoup de gens qui se sont révoltés par rapport à ce sujet-là et finalement qui continuent à consommer des produits animaux dans leur quotidien sans se poser vraiment de questions à ce sujet-là. Et je pense que le fait de retrouver une corrélation entre les deux, leurs sentiments finalement et ce qu'on les a habitués, ce que la société leur a habitué comme mode de consommation, en leur peut-être même faisant peur par rapport aux éventuelles carences ou autres choses affreuses qui pourraient leur arriver. Je pense très important en fait que les individus se mettent à réfléchir sur la question et soient bien informés à ce sujet-là pour pouvoir après être au plus proche de leurs convictions et agir en conséquence. Et donc le fait d'organiser cette marche, par exemple, le fait d'être visible et de montrer qu'il y a du monde qui s'intéresse à ce sujet-là, que c'est un sujet de société qui est très important et qu'il y a une immense injustice, certainement la pire des injustices qui existent dans ce monde actuellement, c'est clairement ce qu'on fait subir aux animaux non humains de par notre consommation, de par notre entre guillemets plaisir à assouvir certaines passions ou à déguster certains plats qui finalement n'ont aucun intérêt, c'est juste des habitudes à faire évoluer, de montrer qu'un changement est possible, qu'il y a plein d'alternatives et qu'on a tout sauf une vie triste ou monotone en consommant pas de produits animaux et en ayant de la compassion pour eux. Donc notre collection de livres actuellement, elle comporte environ 20 titres, dont une avocate, Catherine Elayel, qui m'a pas mal parlé justement de droit par rapport aux animaux. Donc ça rejoint ce qui dit Yves Bonardel. C'est un sujet très important parce qu'il y a, je pense, beaucoup à faire à ce niveau-là et certainement beaucoup d'incohérences finalement dans ce qui est écrit par rapport aux faits actuels que subissent les animaux. Et sinon, la collection a en attente une trentaine de livres qui doivent être publiés. Donc, c'est dire que c'est un sujet il y a beaucoup de traductions. Donc, c'est un sujet qui a été déjà quand même passablement traité dans certains pays comme l'Angleterre, les États-Unis aussi, où les choses sont devenues tellement catastrophiques pour les animaux qu'heureusement, il y a une certaine balance qui se fait avec beaucoup de gens qui protestent par rapport à ça. En Allemagne, ça bouge aussi beaucoup. Je pense qu'il pourra peut-être dire aussi qu'en Suisse alémanique, on est certainement encore un peu plus évolué qu'en Suisse romande à ce niveau-là. L'ouverture est plus grande et il y a encore tout à faire. Et grâce à des marches, grâce à des démarches de gens qui veulent faire découvrir des choses, des restaurants, des philosophes, des conférenciers, enfin tout ça, dans tous les domaines, peut faire que les gens se posent des questions sur leur mode de vie et fassent évoluer leur pensée par rapport à ça. Voilà. Donc, je passe la parole à Tobias. Merci. Danke, Antonia. Ja, ich muss vorausschicken, dass ich leider aus sprachlichen Gründen nicht Französisch sprechen kann, aber wenn ihr Fragen habt, dann hebt die Hand und fragt oder ja, also ich kann auch langsamer reden, wenn es dann nötig sein sollte. Est-ce que vous souhaitez une traduction?
J'ai compris. Est-ce que vous souhaitez une traduction? Ça va? Ja, ich werde sowieso vieles sagen, das schon gesagt ist. Ja, mein Name ist Tobias Sennhauser, ich bin Präsident der Tierrechtsorganisation Tier im Fokus in Bern. Und was wir primär tun, ist Aufklärungsarbeit über die sogenannte Nutztierhaltung, also all die Tiere, die Fleisch, Milch und Eier produzieren. Und das wird auch der Kernpunkt meines Referats sein heute. Und ich möchte mich auch bedanken, dass ihr gekommen seid, weil es ist ein wichtiges Thema. Es geht wirklich um Leben und Tod. Und im Deutschen gibt es diese Aussage, es geht um die Wurst. Und das trifft es, glaube ich, ziemlich gut, denn 90% der in der Schweiz getöteten Tiere jedes Jahr sind sogenannte Nutztiere, also der Kernfokus der antispezifistischen Position sind wirklich auch Nutztiere, weil sie einfach quantitativ am meisten wortwörtlich unters Messer kommen. Und das heißt aber auch als Konsequenz, Yves hat das schon angedeutet, wenn man jetzt eine antispezifistische Position vertritt und etwa den Eigentumsstatus abschaffen will der Tiere, dann heißt das auch, dass man die Nutztierhaltung als Ganzes abschaffen will. Und das meine ich auch, wenn es um die Wurst geht. Es geht wirklich um einen Paradigmenwechsel, um eine Agrarwende. Und ja, was ich jetzt vorhabe, ist, ich möchte euch 8 in meinen Augen gute Gründe für die Abschaffung der Nutztierhaltung liefern oder eine spezizismusfreie Landwirtschaft. Erstens, die Nutztiere werden systematisch zur Ware degradiert. Ich war kürzlich gerade in einem Schlachthof vor ungefähr 2 Wochen und musste da zuschauen, wie ein Tier nach dem anderen mit den Bolzen niedergestreckt wurde, mit dem Schlachtmesser aufgeschlitzt wurden, aufgehängt und dann mit der Motorsage entzwei geteilt wurden. Was mir dabei sofort klar wurde, so etwas wie humanes Schlachten oder schonende Schlachtung, wie es die Branche immer heißt, das gibt es nicht. Das ist ein Märchen der Tierindustrie, also von jenen, die uns ihre Produkte verkaufen wollen. Tiere zu töten ist immer genauso blutig, wie es auch brutal ist. Punkt 2, die Nutztierhaltung ist unnötig, ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Niemand braucht Fleisch, Milch oder Eier, wir können gut und gerne darauf verzichten. Gerade auch in der Schweiz, in einem Wohlstandsland, wo man wirklich fast an jeder Ecke, in Coop oder in Migros, vegane Alternativen bekommen kann, ist der Genuss wirklich nicht mehr auf das Töten von Tieren angewiesen. Man kann das auch gut vegan machen. Punkt 3, das Tierschutzgesetz. Ich weiß nicht genau, wie das in der Weltschweiz ist, aber bei uns in der Deutschschweiz ist es immer so, wir in der Schweiz haben das beste Tierschutzgesetz der Welt und daran gibt es nichts zu rütteln. Und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man sehr schnell, dass da noch gewaltiges Potenzial vorhanden ist oder eben auch, dass innerhalb dieses Nutzungsverhältnisses, dass wir eben Fleisch, Milch und Eier produzieren wollen, dass es dort kein artgerecht oder tiergerecht oder dass es dort einem Tier letztendlich nicht gut gehen kann. Das sieht man auch an den Schlachthäusern. Kein Schlachthaus ist artgerecht, denn jedes Tier verlässt es nur tot. Punkt 4. Von Labels, Qualitätssiegel und anderen Konsumententäuschungen. Wiederum bin ich nicht ganz sicher, wie das hier in der Weltschweiz gehandhabt wird, aber bei uns heißt es immer, wenn du etwas Gutes tun willst, dann kauf Labelfleisch oder Biofleisch. Dann kann dir quasi nichts passieren und du tust dem Tier sogar noch etwas Gutes. Auch das ist in meinen Augen eine Konsumententäuschung, weil es schlicht irreführend ist. Den Tieren geht es nicht gut, auch sie werden zur Ware degradiert und damit ändert sich letztendlich gar nichts. Also die Tiere, auch Biotiere, bleiben eine Ressource, die möglichst effizient zu einer Ware transformiert werden muss. 5. die Vernunft. Wir haben als Menschheit große Probleme zu lösen. Ich erwähne da den Klimawandel, die Ressourcenknappheit, soziale Ungerechtigkeit, Wasserverschmutzung und auch neue jetzt multiresistente Keime wie MRSA oder ESBL. All das sind große Probleme, die wir im 21. Jahrhundert lösen müssen oder zumindest sollten.
Und ja, jetzt können wir uns aufgrund von unserer begrenzten Ressourcen überlegen, wo können wir denn am meisten erreichen. Und wenn man jetzt eben die Vernunft dazu verwendet, um diese Frage zu beantworten, dann kommt man schon auf die Abschaffung der Nutztierhaltung, weil diese Tiernutzung eben auf all diese Bereiche, die ich erwähnt habe, Einfluss nimmt. Ich sage nicht, dass damit alle Probleme gelöst werden, aber es ist doch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 6. Die Abschaffung der Nutztierhaltung ist keine Utopie. Wenn man die letzten 200 Jahre anschaut der Menschheitsgeschichte, da sieht man doch einen gewaltigen Fortschritt, einen moralischen Fortschritt. Wir haben die Sklaverei abgeschafft, wir haben Menschenrechte, Frauenrechte, Kinderrechte eingeführt und seit einigen Wochen dürfen in den USA auch homosexuelle Paare heiraten. All das wäre vor einigen Jahrzehnten noch unvorstellbar gewesen und deshalb bin ich zuversichtlich, dass die moralische Evolution weitergehen wird und demnächst hoffentlich auch die Tiere befreien wird. Denn wie wir gehört haben, hört die Gerechtigkeit nicht beim Menschen auf. 7. Vegan ist im Trend. Immer mehr Leute boykottieren Tierprodukte und wie Studien zeigen, machen sie das aus moralischen Gründen. Sie vertreten also durch ihre Konsumweise eine antispezesistische Position, indem sie keinem Tier eine Gewalt zuwenden wollen durch ihr Konsumverhalten. Bei uns wird der Veganismus gerne so ein bisschen individualisiert und entpolitisiert. Also es ist eine individuelle Konsumentscheidung, das nicht falsch ist, aber auch nicht die ganze Wahrheit beinhaltet. Vielen, gerade den ethisch motivierten Veganer und Veganerinnen geht es nämlich um mehr. Sie haben auch eine agrarpolitische Vision und das ist die Abschaffung der Nutztierhaltung. 8. und der letzte Punkt und nicht der unwichtigste ist, ich finde, es ist auch unsere moralische Pflicht, die Nutztierhaltung abzuschaffen. Denn wir haben die Nutztiere von ungefähr 10.000 Jahren domestiziert. Wir haben sie in den Zustand der Abhängigkeit gebracht. Also ist es auch unsere moralische Pflicht, sie wieder davon zu befreien. Das heißt nicht, dass man jetzt alle Kühe oder Schweine aussterben lassen muss, sondern primär, dass man die Zuchtprogramme einstellen muss und als Gesellschaft dann auch versuchen soll, die Mitglieder, die nichtmenschlichen Mitglieder in die Gesellschaft zu integrieren, sodass ein neues Mensch-Tier-Verhältnis entsteht, eines, das nicht auf Ausbeutung und Herrschaft beruht, wie es jetzt in der spezifistischen Gesellschaft der Fall ist, sondern vielmehr von Respekt und Solidarität. Das wären meine 8 Punkte für die Abschaffung der Nutztierhaltung. Falls ihr Fragen habt, ich habe diese auch in Print und kann die entweder verschicken oder jetzt abgeben. Ja, voilà, vielen Dank. Merci bien à nos 4 intervenants pour ces éclaircissements sur la question du spécisme. Peut-être on va prendre quelques questions de la salle, peut-être 2 questions, et puis on va laisser les intervenants répondre. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Appuyez juste sur le micro, s'il vous plaît, merci. Voilà, Florian Erard pour le journal Le Courrier. J'aurais une question par rapport au spécisme, jusqu'où il doit aller finalement. Est-ce qu'on doit aller jusqu'aux bactéries, aux levures, à quel niveau de conscience on doit aller, et comment savoir si ces êtres sont conscients? Voilà, ce seraient mes 2 premières questions. Bon, je réponds rapidement. À l'heure actuelle, on n'a pas de moyen clair de définir si un être est conscient ou pas, s'il est sentient ou pas, c'est-à-dire susceptible de ressentir des sensations. Par contre, les scientifiques utilisent simplement des faisceaux de présomption pour savoir s'il y a un système nerveux centralisé ou pas, s'il y a des hormones de stress dans des organismes, les types de comportements réactifs, etc., etc. Globalement, à l'heure actuelle, on sait que l'ensemble des vertébrés sont des êtres sentients et que bon nombre d'invertébrés sont sentients. Les arthropodes, par exemple les homards, les crabes, les crevettes. On pense de plus en plus que les insectes sont sentients.
aussi. Les bactéries, de toute évidence, ne le sont pas. Un certain nombre d'animaux ne le sont pas, comme les éponges, sans doute les méduses, etc. Voilà, pour répondre rapidement là-dessus. La question de comment on doit traiter les autres animaux, c'est une question qui est en constante évolution. Le thème, il est abordé depuis quelques décennies seulement, et on s'aperçoit au fur et à mesure que les animaux font montre de capacités cognitives bien plus importantes qu'on ne le pensait, les insectes y compris. Et la question est une question qui est discutée en permanence et qui évolue en permanence. La personne. Vous pouvez venir. Est-ce qu'il ne faudrait pas relier ça aussi dans le plus global de l'écologie mondiale, enfin, disons de la chaîne alimentaire dans son ensemble, parce qu'il y a aussi un problème à ce niveau, philosophiquement. Alors, relier, oui. À plus global, ça, je ne sais pas. Le problème étant que dans nos sociétés, les animaux sont assimilés à l'idée de nature. Et à ce petit jeu, ils perdent toute existence réelle. Ils ne deviennent plus que des fonctions, des rouages d'un ordre naturel. Et on ne les considère plus comme des êtres sensibles, individuels, ayant des intérêts propres qui sont les leurs, au même titre, par exemple, que les humains. On les traite un peu comme on traite les humains dans des sociétés totalitaires, c'est-à-dire uniquement comme des rouages, des fonctions. Donc il y a une nécessité pour le mouvement antispéciste de faire émerger l'existence d'individus réels ayant des intérêts propres, individuels, personnels. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, que ces individus-là ont des intérêts justement à vivre dans un monde qui leur soit favorable, dans un monde dans lequel ils puissent vivre, s'épanouir, se développer, etc. À mon avis, le lien qu'il y a à faire avec l'écologie, c'est un lien qui passe par une modification de notre façon de concevoir l'écologie. Non plus simplement comme le respect de la nature, comme on dit souvent, ou la sauvegarde des écosystèmes, etc., mais également comme la volonté de prendre en compte les intérêts des autres êtres sensibles et de leur favoriser une vie, une bonne vie. Voilà. Mais oui, évidemment, il y a des liens très forts sont à développer entre ces deux domaines. Alors, Eliane Schenk, ONG Prince Shangyang International. Je voulais juste signaler qu'aux îles Féroé au Danemark, chaque année on massacre des dauphins, 1500 dauphins chaque juin. Ils prétendent, pour une prétendue cérémonie initiative. Vous vous rendez compte? Et puis les opposants à cette cérémonie initiatique, eh ben, ils sont mis en prison. Alors plus loin en Chine, à Yulin, pour célébrer l'été, on massacre 10 à 40 000 chiens et 5 à 10 000 chats chaque année. C'est vraiment effarant. Ils vont même voler des chiens qui sont en laisse ou qui sont dans une niche, n'importe quoi, c'est affreux. Alors pour en revenir au philosophe Singer, il a écrit « Rien ne prouve que l'homme soit plus important qu'un papillon ou qu'une vache. » Dans le monde. Hein. Je vais faire une citation. Quelle est votre question en fait? Attendez, la citation du produit. Oui, c'est évident, il faut intervenir sur ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ressent comme extrêmement monstrueux les massacres des dauphins ou celui des chiens, alors qu'on accepte comme une banalité quotidienne et une banalité qui nous concerne au premier chef, les massacres d'êtres qui sont tout aussi sensibles, tout aussi sentients et qui ont des capacités cognitives tout aussi développées quotidiennement dans nos pays. On a aussi des traditions alimentaires qui font qu'on va massacrer un animal particulier à une certaine période de l'année, à Noël, à Pâques ou comme ça. Donc je sais pas, peut-être que...
Oui, oui, tout à fait, c'est des phénomènes similaires qu'on peut vraiment comparer. Le phénomène de la dinde de Noël. Alors que l'Église, à l'Église pour la communion, ils disent l'agneau de Dieu. Bonjour, Pauline Bufflier pour le 24 heures. J'avais une question plutôt sur le statut juridique des animaux. Comment vous pouvez justifier qu'on ait un statut juridique qui serait proche de l'être humain au niveau de la responsabilité, etc., que ça pourrait entraîner pour certains humains? Comment adapter le statut juridique pour qu'il soit convenable et puis un bon compromis entre les différents intérêts en présence? Alors là, je laisse la parole à Anou Chavan, qui est lui-même juriste et donc militant au sein de PEA. Le premier élément qui serait possible, c'est, indépendamment de l'abolition du statut de propriété, premièrement de créer des nouvelles infractions pénales qui répriment le fait de mépriser les intérêts des animaux. Par exemple, que ce soit simplement interdit de tuer les animaux pour la consommation, interdit d'utiliser les animaux comme instruments dans un laboratoire. De simples nouvelles infractions pénales, sans forcément déjà créer un statut juridique, pourrait être déjà une étape intermédiaire vers cette évolution de la prise en compte des animaux. Disons par exemple dans le futur, dans quelques décennies, même un siècle, je ne sais pas exactement au niveau temporel, on pourrait tout à fait prévoir une nouvelle infraction pénale dans le code pénal qui est intitulée instrumentalisation des animaux et qui dit, voilà, une personne qui instrumentalise un animal dans des buts scientifiques ou pour le plaisir ou autre, est punissable de tant d'années d'emprisonnement, voire ou d'une amende, etc. Donc ça, c'est des choses au niveau pratique qui sont très faciles à implémenter au niveau juridique, simplement la création de nouvelles infractions. Également au niveau du long terme, ce qui est également possible, c'est d'aller vers un statut juridique qui ne serait pas celui des êtres humains, mais ce serait un statut en fait spécifique pour les animaux. Actuellement, en fait, il y a l'article 641A du Code civil qui dit les animaux ne sont pas des choses, mais pourtant l'alinéa 2 dit exactement l'inverse, il dit mais les dispositions sur les choses restent applicables aux animaux. Donc en théorie, on dit oui, les animaux ne devraient pas être considérés comme des choses, mais en pratique, toutes les dispositions sur les choses restent applicables aux animaux, sauf quelques exceptions. Par exemple, s'il y a un divorce, le juge, au lieu de divorcer, au lieu de partager un animal en deux pour donner chaque partie à un des conjoints, va le donner à celui qui pourra le mieux s'en occuper. Donc il y a simplement des petites exceptions qui font que les animaux ne sont pas considérés comme des choses, mais de manière générale, ils restent des marchandises qu'on peut acheter, qu'on peut vendre. Le propriétaire d'un animal, même en Suisse, s'il le tue sans souffrance, il peut tout à fait le tuer pour le manger. Notamment, il y avait un scandale qui avait été soulevé par Tommy Tomek concernant de SOS Chat, qui critiquait justement le fait que les chats, on pouvait les consommer en Suisse. Mais oui, ça reste tout à fait légal. Si le propriétaire tue un animal sans souffrance, c'est sa propriété, il a tout à fait le droit de tuer l'animal en question et de le manger. Donc ça, c'est le statut juridique actuel. Donc oui, une évolution nécessaire implique la considération des intérêts des animaux, à la fois au niveau du droit pénal, à la fois de l'évolution du statut juridique des animaux au droit civil, donc l'abolition du statut de propriété. Après, je ne vais pas entrer dans les détails, mais avant même l'abolition du statut de propriété, il serait possible de prévoir un statut par lequel il y a des gardiens d'animaux, des représentants d'animaux qui peuvent représenter les intérêts des animaux en justice. Par exemple, au lieu d'avoir un propriétaire, on pourrait simplement avoir un gardien d'animaux. Ce gardien, il pourrait être indépendant en fait, du propriétaire des animaux, si on sauvegarde encore le statut de propriété. Mais en tout cas, ce statut particulier de gardiennage et de représentation des intérêts des animaux par une forme de tuteur, ça, ce serait tout à fait possible. D'ailleurs, il y a quelque chose qui serait similaire et qui a existé auparavant à Zurich. C'était le procureur spécialisé pour les animaux, qui lui était censé représenter les intérêts des animaux, mais là au niveau du droit pénal. Par exemple, s'il y avait
une infraction à la loi sur la protection des animaux et que le propriétaire recevait une amende, si l'amende elle était trop basse ou si le procureur carrément faisait une ordonnance de non-entrée en matière, ce procureur-là avait la capacité à représenter les intérêts des animaux et à faire recours contre cette ordonnance de non-entrée en matière ou contre une amende qui serait pas assez importante. Donc prévoir des personnes, des tuteurs pour les animaux, simplement des personnes pouvant représenter les intérêts, ça serait une étape intermédiaire avant l'abolition du statut de propriété. Voilà. Je m'excuse, mais je crois que le mot tuteur n'est pas approprié. Non, mais je dis une forme de tuteur, simplement un représentant des animaux au niveau juridique. En état d'infériorité. C'est simplement un terme juridique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Cécile Trentien de la RTS. Juste une question par rapport aux expérimentations animales en laboratoire et dans les universités. La loi suisse est déjà très contraignante. Il y a beaucoup de principes déjà mis en place. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré selon vous dans l'immédiat ? Je ne sais pas exactement comment répondre. Je ne sais pas quels sont les jalons intermédiaires qu'on pourrait imaginer en vue d'une abolition totale de l'expérimentation animale. Enfin, dans tous les cas, en tout cas, où elle nuit gravement aux intérêts des animaux concernés, quoi. Il y a énormément de cas différents d'expérimentation animale. Il y a l'expérimentation qui est faite à des buts scientifiques médicaux pour les humains, mais il y a aussi beaucoup d'expérimentation qui est faite pour tester des produits ménagers, des solvants, des détergents. Il y a aussi une expérimentation qui est faite par rapport aux animaux eux-mêmes. Par exemple, tester sur des grenouilles et des poissons des produits pour voir leur impact dans le milieu aquatique ou des trucs comme ça. À chaque fois, ce sont des problématiques différentes. Je ne suis pas capable de vous répondre dans le concret sur chaque point. À chaque fois, je pense, c'est pas ma position, c'est la position de PEA, qu'il faut abolir ce type d'expérimentation et le remplacer par d'autres types d'expérimentation pour des raisons donc morales fondamentales. Boris ? Boris Engelson, journaliste indépendant. Bien sûr, si les abattoirs avaient des parois de verre et étaient au centre-ville, ça ferait certainement beaucoup réfléchir. Mais en dehors de cette mesure concrète, ne pensez-vous pas que ce qui fait la force de votre argumentaire, c'est aussi ce qui en fait la faiblesse ? Vous vous placez d'emblée sur un terrain éthique. Et bien sûr, éthiquement, qui, à part des monstres, va dire que c'est bien de faire souffrir des milliards d'animaux. L'ennui, c'est que cette empathie envers les animaux est ancestrale. Pline écrivait déjà là-dessus et les premiers hommes doués de langage avaient une attitude, paraît-il, très, disons, des sentiments coupables lorsqu'ils tuaient des animaux. Donc si ça continue, c'est que sans doute ce qui est souhaitable est impossible. Il suffit de voir le cas de l'Inde. Est-ce qu'on doit convertir de force tous les musulmans pour que les hindous cessent d'abattre pour des tiers des vaches? Et pour montrer à quel point le diable se cache ici vraiment dans les détails, M. Jacquet a parlé des inégalités qui étaient justes, comme celle qui autorise un chirurgien à opérer et qui l'interdit à quelqu'un qui n'a pas le diplôme. Mais s'il y a un endroit où il y a beaucoup de non-dits, c'est bien la question des diplômes. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait son stage au barreau ne peut pas plaider ? Est-ce que les partisans des médecines parallèles pensent que le monopole médical est
néfastes, etc. Le métier d'informaticien n'est pas protégé, mais ça a coûté des centaines de milliards de chantiers inachevés, etc. Donc là, il me semble que vous avez choisi justement l'exemple à ne pas choisir. Je me permets de répondre encore sur la question éthique. En fait, c'est un véritable mouvement de fond qu'on assiste au niveau mondial sur la question animale dans toutes les civilisations. Jamais la question animale a été aussi lamentable, aussi monstrueuse à l'échelle de la planète, c'est-à-dire jamais il y a eu autant d'animaux qui ont été exploités et d'une façon aussi atroce, aussi catastrophique. Il n'y a jamais eu autant de lois, mais en même temps, jamais il n'y a eu un tel mouvement d'opinion et qui est en passe de devenir réellement un mouvement politique. Mouvement politique pas nécessairement au sens politicien, mais au sens d'un mouvement qui vise à changer les bases de la société, qui vise à changer les lois, les institutions. Un mouvement politique au sens comme un mouvement syndicaliste ou le mouvement féministe est un mouvement politique. Il y a la naissance d'un mouvement politique en faveur des droits des animaux, ou en faveur, en tout cas, d'une révision du statut des animaux, et qui a lieu sur tous les continents. Cette année écoulée, en France, il y a eu l'apparition de 2 livres, par exemple, sur l'islam et le végétarisme, ou sur l'islam et la question animale, qui sont des livres qui sont extrêmement novateurs sur la question, mais qui sont véritablement un signe que cette question agite l'ensemble des couches sociales et des composantes de la société. La préface est écrite par Daesh. J'ai peut-être une petite question sur l'actualité. On vient d'apprendre que le cirque CNI retirait de ses numéros les éléphants. Pour vous, est-ce qu'il s'agit de courage, d'un coup marketing, d'une pression de la part du public, ou un peu cette prise de conscience? Comment est-ce que vous qualifieriez en fait cette annonce? Quel commentaire vous feriez pour cette annonce? Mais de toute évidence, le cirque CNI, effectivement, prend acte du fait qu'il y a une sensibilité croissante à l'égard des animaux et qu'il y a un mouvement pour l'interdiction de l'utilisation des animaux dans les cirques, qui est un mouvement qui prend de l'importance, en Suisse comme ailleurs, mais en Suisse notamment. C'est un mouvement qui a déjà plus d'une dizaine d'années, et notamment Los Animalistes, qui est donc, et Genève Animaliste, puis PEA ont toujours été très actifs dans la lutte contre l'utilisation d'animaux dans les cirques. Mais il semblerait aussi que pour le cirque CNI, ce soit une façon d'essayer justement de redorer son image. Ils ont aussi indiqué qu'ils voulaient créer mettre ces éléphants dans une sorte de parc à des vues de reproduction. Donc là, on peut aussi craindre peut-être le pire pour ces éléphants. On ne sait pas, en fait, à l'heure actuelle, avec les informations dont on dispose, précisément ce qu'ils préparent. Puis madame, après, J'ai encore une petite question par rapport à comment mettre en balance les intérêts des hommes et des animaux. J'ai entendu dire avant, la pire des injustices qui est faite aujourd'hui, elle est faite aux animaux. Est-ce que c'est pire que l'exploitation de l'homme par l'homme? Et comment est-ce qu'on va mettre en balance des intérêts humains avec des intérêts animaux dans une situation où sont en détresse en même temps des animaux et des hommes? C'est pas toujours facile de comparer les intérêts entre les espèces, c'est pas toujours facile non plus à l'intérieur d'une espèce. L'idée, c'est que, du point de vue philosophique, ce qui est intéressant, c'est juste de voir que quand les intérêts sont les mêmes, du type l'intérêt à ne pas ressentir une certaine souffrance, ça va être le même. Là, il faut accorder à ces intérêts la même considération. Ça ne donne pas une réponse pour les cas où les intérêts en compétition sont très différents. Mais à ma foi, on est condamné à devoir faire des estimations, et puis il faut faire comme ça, quoi. Donc, je ne sais pas si vous aviez un exemple particulier en tête. J'imagine, je sais pas, une écurie qui brûle avec 2 paysans et 40 vaches.
Elles ont tous le même intérêt à être sauvées, j'imagine, hommes compris. Du coup, est-ce qu'on fait un calcul utilitariste et on privilégie 40 vaches pour 2 hommes? C'était un peu ça la question. Bah, c'est typiquement le genre de cas qui sont un peu compliqués. Alors, il y a des... Si c'était... ça paraît bizarre de dire ça va être 40 vaches ou un paysan, mais mettons si c'était une vache ou un paysan, peut-être qu'on peut penser que les intérêts du paysan à continuer à vivre sont plus importants que ceux de la vache, parce que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Mais 40 vaches, un humain, là, c'est... je dirais 40 vaches, mais c'est difficile. La question se pose de façon concrète à un niveau politique à l'échelle mondiale, dans la mesure où des centaines de millions de petits paysans pauvres vivent mieux à cause d'un petit élevage, par exemple. Et la suppression de l'élevage, ce serait quelque chose qui aurait un impact négatif important sur leur vie. Et je pense que ça montre bien que la question animale doit être traitée d'une façon politique et d'une façon générale, et qu'on ne peut pas non plus dissocier des questions de justice globale, je pense là à la justice animale, à l'égalité animale, et des questions de justice sociale. Et je pense il nous faut à tout prix œuvrer, et c'est ce à quoi nous œuvrons aussi, pour un monde de plus grande justice sociale et pour un monde de solidarité. Je pense que de façon générale, énormément de types d'oppression sont imbriqués et ne peuvent être résolus entièrement, isolément les uns des autres. Et il en est de la question animale comme d'autres types de questions sociales, éthiques, politiques. Je pense à la question des femmes, à la question des enfants, etc. Voilà. Il y a aussi oui, j'aurais voulu que vous nous parliez du critère de la souffrance. Peut-être que je peux répondre là-dessus, oui. Donc, je pense que ça rejoint un petit peu la question d'avant. Tu as répondu en disant, Yves, il faut aller jusqu'à la frontière de... Enfin, tu as présupposé qu'il fallait aller jusqu'à la frontière de la sentience, donc de la capacité à ressentir soit des émotions, soit de la souffrance et du plaisir. Là, en effet, l'idée, c'est que simplement pour avoir des intérêts, il faut être capable de ce genre de choses. Quoi. Il faut être sentient. Et donc, le présupposé là derrière, c'est que si je ne suis pas plus capable de ressentir des émotions ou de la souffrance ou du plaisir qu'un caillou, on peut pas me faire de mal, on peut pas me faire de bien. Et donc, j'ai pas d'intérêts qui peuvent entrer en balance avec les intérêts humains. Donc, c'est pour ça qu'en général, on considère que pour être un patient moral, pour être susceptible, pour qu'on puisse avoir des obligations morales envers moi, il faut que je sois sensible ou sentient, parce que c'est une condition nécessaire pour que j'ai des intérêts qui puissent entrer en balance avec des intérêts humains. Voilà. Il y a peut-être des animaux maso. Peut-être, dans ce cas-là, ils ont intérêt à souffrir. Par leur comportement. Par exemple. À l'intérieur du spécisme, il y a un autre spécisme. Du coup, je pense que ça rejoint aussi parfaitement la question de Madame tout à l'heure. On est très choqués de voir que les chiens sont sacrifiés en Chine pour être mangés, alors que on est assez peu choqués de l'exploitation qu'on fait ici des animaux. Et typiquement, ça, c'est aussi une forme de spécisme. Quoi. On privilégie non seulement les intérêts des humains, mais aussi les intérêts de certains membres d'autres espèces, les animaux de compagnie en général. Donc oui, ça évidemment, c'est aussi une forme de spécisme. Oui. J'aimerais préciser ma question de tout à l'heure. Bon, d'abord, on a dit que Hitler était végétarien. Il paraît que c'est faux, mais ça montre bien l'ambiguïté des droits imbriqués. Ma question, c'est: est-ce que vous n'auriez pas tout de même intérêt à avoir 2 ou 3 revendications concrètes, urgentes, à côté d'une
déclaration globale. C'est vrai que vous avez des discours très cohérents. Moi, je m'attendais à une bande d'allumés à quatre pattes qui aurait procédé à un sacrifice humain d'un directeur d'abattoir. Donc, vous êtes très convaincant, mais il manque quand même, consciemment ou inconsciemment, dans la tête du public, il y a cette idée qu'un programme maximaliste n'est pas possible, mais pourtant, il y a des choses qui sont possibles assez vite. On compte en fait mettre au point effectivement un programme de revendication qui porte sur une démarche pas à pas. Mais c'est un programme qui vise plus en fait à procéder par des éliminations finalement qu'à des accommodements. Par exemple, à l'heure actuelle, on est partie prenante d'une campagne pour que la Suisse cesse de s'approvisionner en foie gras, que le foie gras soit banni sur l'ensemble du territoire suisse. C'est ce genre de campagnes à l'heure actuelle qui sont développées. Il n'y a plus d'abattoir à Genève. Vielleicht noch ein anderes Argument, das jetzt weniger, wie soll ich sagen, jetzt auf ein Konsumprodukt geht, sondern mehr auf der agrarpolitischen Ebene, ist etwas, das die Subventionen. Also jetzt ist es so, dass 2/3 der Subventionen gehen in die Tierindustrie und das könnte man streichen und für Bildung investieren, sei es im Ernährungsbereich oder was auch immer, im Mensch-Tier-Verhältnis und so weiter. Also es gäbe da gute Möglichkeiten, dieses Geld zu investieren. Und solange die Tierindustrie agrarpolitisch derart stark verankert ist, werden wir es schwer haben und da wäre sicher etwas auch realpolitisches, was man unbedingt angehen müsste, zum Beispiel bei den nächsten Wahlen im Herbst. Merci bien, il me reste plus qu'à vous remercier tous pour votre participation et de vous donner rendez-vous le 22 pour la grande marche pour la fin du spécisme. On peut se retrouver pour un petit verre au fond de la salle. Merci bien. Merci beaucoup.